Heavy Warship 121, ici Satan Station. Vous devez changer de cap et retourner immédiatement dans l'océan Indien. Si vous n'obéissez pas à mon ordre, vous serez pris pour cible. Terminé. This is Coalition Warship 121. Engage in transit passage in accordance with international law. No challenges attended to you. Navire de guerre de l'US Navy en transit dans la zone du port de Jask et en mer. Ici, la marine du CGRI. Ici, la marine du CGRI. Dernier avertissement. Attention à tous les navires. Attention à tous les navires en mer d'Oman. Ici, la marine, c'est pas iranienne. Si vous voyez un navire de guerre dans votre secteur, gardez une distance de plus de 10 000, parce que je suis prêt à ouvrir le feu sur lui sans aucun avertissement. Il y a un schéma que toute personne qui suit sérieusement ce conflit a probablement déjà remarqué. Les pires développements semblent toujours se produire les fins de semaine. Le bombardement du complexe du Guide suprême, la frappe contre l'école qui a tué 175 enfants, les escalades les plus intenses de toute la campagne, le cessez-le-feu rompu avant même que la plupart des gens aient fini de lire l'annonce. Tout cela, systématiquement entre le vendredi soir et le dimanche matin, quand les salles de rédaction tournent avec des effectifs réduits, quand il est plus difficile de joindre les bureaux politiques pour obtenir un commentaire, quand l'attention du public est ailleurs, et quand les décisions prises peuvent être présentées comme des faits accomplis dès le lundi matin, apparemment le modèle préféré mélange doctrine militaire et vidage discret de documents un vendredi soir. Cette fin de semaine n'a pas fait exception. Commençons par ce qui s'est passé dans les négociations, ou plus précisément par ce qui ne s'est pas passé, puis passons au développement qui pourrait en réalité compter davantage pour la trajectoire de ce conflit. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ont échoué au Pakistan. Aucun accord n'a été conclu. Trump a publié sur Truth Social que la rencontre s'était bien déroulée et que la plupart des points avaient été réglés, sauf le seul qui comptait vraiment, la question nucléaire. Dans le plus pur style Trump, l'élément central manquant a été présenté comme une simple petite coquille dans un chef-d'œuvre parfait. Présenter cela comme une rencontre productive où seul un détail mineur restait en suspens, c'est l'équivalent diplomatique de dire que une chirurgie s'est parfaitement déroulée, sauf que le patient n'a pas survécu. La dimension nucléaire n'est pas un enjeu secondaire. C'est la justification affichée de toute la campagne militaire. Si ce point ne peut pas être réglé, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'accord. Il y a un communiqué qui prétend qu'il y avait presque un accord, publié par une partie qui a besoin que son public intérieur croit que des progrès sont en cours. Parce que dans l'univers de communication pro-Trump, déclarer la victoire d'abord est apparemment censé créer la réalité ensuite. Mais voici la partie de l'histoire pakistanaise qui n'a été couverte par aucun grand média occidental et qui pourrait expliquer pourquoi les pourparlers ont en fait échoué avant même d'échouer officiellement. Pendant que des diplomates américains étaient assis en face de représentants iraniens à Islamabad, pendant que l'attention du monde était concentrée sur cette table de négociation, plusieurs navires de guerre américains se sont discrètement déplacés vers le détroit d'Ormuz. L'intention opérationnelle, selon des sources militaires iraniennes, confirmées par des médias russes, turcs, chinois et qataris, était d'utiliser la rencontre diplomatique comme couverture pendant que tout le monde regardait le Pakistan. Les navires devaient se repositionner vers le détroit, dégager les mines déployées par l'Iran et établir une présence physique qui modifierait les faits sur le terrain avant qu'un cessez-le-feu puisse l'empêcher. C'était, si ce récit est exact, une manœuvre tactiquement habile. Utiliser la table de paix comme diversion pour une manœuvre militaire que cette même table était censée empêcher. Un processus de paix avec une mission navale cachée en parallèle, c'est exactement le genre de stratégie à double écran qui vieillit mal. L'Iran regardait. L'Iran avait anticipé cela. L'appareil de renseignement naval iranien, selon ces mêmes sources, a détecté immédiatement les mouvements des navires de guerre et a activé 2 réponses simultanées. Le canal militaire, des batteries de missiles ont verrouillé les navires qui approchaient. Le canal diplomatique, les négociateurs iraniens à Islamabad ont été discrètement informés que les navires se dirigeaient vers le détroit et de ce qui arriverait s'ils poursuivaient leur avance.
La vidéo qui a ouvert cette transmission, montrant des forces iraniennes lançant un avertissement radio direct à un navire de guerre américain pour qu'il cesse son avancée sous peine d'attaque, constitue la preuve documentée de ce qui a suivi. Le navire de guerre s'est arrêté, il a fait demi-tour, et peu après, les pourparlers au Pakistan se sont effondrés. Voilà pour l'image d'homme fort. Le scénario appelait une démonstration de force, il a obtenu une marche arrière. La version américaine de ces événements affirme, de façon prévisible, que des navires américains ont traversé le détroit avec succès et que les affirmations iraniennes selon lesquelles des bâtiments américains auraient été repoussés sont fausses. La version américaine a été présentée sans preuve vidéo. La version iranienne est arrivée avec des images de l'échange radio réel, des images satellites des positions des navires et une confirmation multisource de médias non occidentaux qui ont couvert l'incident en temps réel. À ce stade, vous savez quelle version est appuyée par les éléments disponibles. Passons maintenant à la Chine, parce que ce développement change l'ensemble du tableau stratégique du conflit, d'une manière que les déclarations publiques de l'administration Trump ont confirmé de façon involontaire. Des informations provenant de plusieurs sources, turques, russes, chinoises et qataries, convergent vers une seule affirmation. La Chine fournit à l'Iran des missiles antiaériens à lancement par l'épaule, des systèmes de défense aérienne portatifs. Le genre d'arme qu'un seul soldat peut transporter, viser et utiliser pour engager des aéronefs volant à basse altitude, des hélicoptères et des drones à courte ou moyenne portée. Si cela est exact, cela représente une expansion qualitative de la menace aérienne iranienne basée au sol au-delà des grands systèmes fixes et des batteries mobiles que nous documentons tout au long de ce conflit. On a posé directement la question à Trump sur Fox News. Sa réponse a été à sa manière plus révélatrice qu'une confirmation directe ne l'aurait été. Il a dit avoir entendu ces informations. Il a dit douter que la Chine fasse cela parce qu'il entretient une bonne relation avec Pékin. Il a dit que peut-être ils en ont fait un peu au début, mais qu'ils ne pensent pas qu'ils le font encore. Puis il a menacé la Chine d'un tarif de 50% si elle est prise à fournir du matériel militaire à l'Iran. La formule habituelle est apparue au complet: dénégation floue, autopromotion personnelle et menaces tarifaires lancées comme si c'était une télécommande universelle pour la géopolitique. Examinez cette réponse attentivement. Il ne nie pas ces informations. Il exprime l'espoir qu'elles ne soient pas vraies tout en reconnaissant qu'elles pourraient l'être. La formule peut être qu'ils en ont fait un peu au début est le genre de précaution verbale qu'emploie quelqu'un qui sait qu'une chose est probablement vraie, mais ne veut pas l'affirmer clairement devant la caméra. Et menacé d'un tarif de 50% en réponse au fait que la Chine fournit des armes à un adversaire qui détruit actuellement des actifs militaires américains, ce n'est pas la réaction de quelqu'un qui croit que la Chine craint vraiment cette menace. Il faut parler de la raison pour laquelle cette menace tarifaire en particulier révèle l'état réel du rapport de levier entre Washington et Pékin dans ce conflit, parce que c'est instructif bien au-delà de cette situation précise. La dernière fois que Trump a menacé la Chine avec des tarifs extrêmes allant jusqu'à 140%, la Chine n'a pas négocié, la Chine n'a pas reculé. Elle a identifié le point de pression le plus efficace dans la chaîne d'approvisionnement technologique américaine et l'a utilisé avec précision. Elle a restreint l'exportation d'aimants en terres rares, pas toutes les terres rares, seulement les aimants. Cette seule restriction a suffi à créer une véritable alarme à Washington, parce que des aimants sont intégrés à pratiquement toutes les technologies avancées que les États-Unis produisent ou exploitent. Satellites, missiles, moteurs électriques, équipements médicaux, électronique, grand public, matériel militaire. La presse qui imprime les billets de dollars fonctionne avec un moteur qui utilise des aimants. Les systèmes de guidage de précision des missiles américains utilisent des composants à base de terres rares. La base manufacturière permettant de produire des sources alternatives de ces matériaux n'existe pas aux États-Unis et ne peut pas être construite en moins de plusieurs années d'investissement soutenu. Trump l'a reconnu publiquement. Il a dit lui-même devant la caméra que la Chine détient un monopole mondial sur les aimants en terres rares et que sans l'approvisionnement chinois, les États-Unis retourneraient à l'âge de pierre sur le plan technologique.
Il est difficile de se présenter comme le maître de la négociation quand on admet publiquement que l'autre camp tient l'interrupteur principal. Ce n'est pas une exagération pour les faits, c'est la description d'une dépendance structurelle réelle qu'aucune menace tarifaire ne peut résoudre. On ne peut pas sortir à coup de tarif d'une situation dans laquelle on n'a pas la capacité de production intérieure pour remplacer ce qu'on menace de cesser d'importer. Donc, lorsque Trump menace la Chine d'un tarif de 50% pour la fourniture de missiles à l'Iran, tout en reconnaissant en même temps qu'il entretient une bonne relation avec Pékin et qu'il espère qu'elle ne fait pas vraiment cela, le message reçu à Pékin n'est pas la peur. C'est le même message que la dernière fois. Nous savons que vous avez du levier. Nous le savons. Vous savez, nous savons. Et nous allons faire de la posture en public tout en cherchant une façon de gérer cela sans confrontation directe. Nous n'en avons pas les moyens. La mise en scène de dureté reste intacte, mais la dépendance lui vole encore la fin du spectacle. L'entrée de la Chine dans ce conflit, même au niveau de la fourniture de systèmes de défense aérienne portatifs, ce qui constitue une intervention relativement modeste par rapport à ce que la Chine pourrait théoriquement faire, modifie l'environnement de menace d'une façon qui dépasse les armes précises fournies. Cela signale que le calcul des coûts pour les opérations militaires américaines dans la région va continuer d'augmenter, que l'isolement de l'Iran que les sanctions étaient censées produire n'a pas été obtenu, et que l'acteur économique et militaire le plus conséquent au monde est prêt à mettre son pouce sur la balance d'une manière que les États-Unis ne peuvent pas facilement contrer. Maintenant, tournons-nous vers la Turquie parce que la déclaration sortie d'Ankara au cours de la fin de semaine a été remarquable par sa franchise et ses implications. Des responsables turcs ont déclaré qu'il est du devoir moral de la Turquie de répondre militairement à ce que fait Israël. Non pas que la Turquie condamne les opérations, non pas qu'elle appelle à la retenue, mais qu'elle a une obligation morale de répondre par la force. La Turquie est membre de l'OTAN, la Turquie possède la deuxième plus grande armée de l'Alliance Atlantique, la Turquie borde le théâtre des opérations. Le président turc Erdogan se dirige vers cette position depuis des mois. La trajectoire de ces déclarations a été constamment escalatoire, reflétant à la fois une véritable indignation morale devant ce qui se passe à Gaza et au Liban, et une occasion géopolitique calculée de rétablir l'influence turque dans un ordre moyen-oriental que ce conflit est en train de remodélage. Une intervention militaire turque contre Israël ne serait pas symbolique? Des F-16 turcs, des navires de guerre turcs, des forces terrestres turques. C'est pas comparable aux milices et aux réseaux de proxys qu'Israël a pu gérer avec sa posture militaire actuelle. Une confrontation militaire directe avec la Turquie activerait des questions sur les obligations de l'OTAN que l'Alliance essaie désespérément d'éviter d'aborder. Si la Turquie attaque Israël, si Israël invoque sa relation de sécurité avec les États-Unis, si les États-Unis sont déjà en guerre contre l'Iran, si la Chine fournit les défenses aériennes de l'Iran, si la Russie fournit du renseignement de ciblage, et si la Corée du Nord observe depuis les coulisses avec ses propres calculs, la géométrie résultante n'est plus celle d'un conflit régional. C'est ce qui arrive quand une escalade supposément contrôlée commence à collectionner les alliances, comme un rassemblement Trump collectionne les slogans de ressentiment. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou. C'est pas un geste symbolique. Les mandats d'arrêt de la CPI sont juridiquement contraignants pour les 124 États membres de la Cour. Tout État parmi eux où Netanyahou se rend est désormais légalement tenu de l'arrêter et de le transférer à La Haye pour qu'il y soit poursuivi. L'application concrète de cette obligation dépend de la volonté politique de gouvernements précis et plusieurs gouvernements ont déjà indiqué qu'ils ne s'y conformeraient pas. Mais le mandat existe. Il est juridiquement valide et cela signifie qu'un Premier ministre israélien en fonction ne peut plus voyager librement dans la plus grande partie du monde sans risquer une arrestation. Les implications politiques et diplomatiques de cette contrainte pour la gestion des alliances israéliennes, pour la légitimité intérieure du gouvernement, pour la structure d'incitation personnelle des individus qui prennent des décisions militaires sont importantes et vont s'accumuler avec le temps.
l'Irlande a reconnu l'État palestinien et reconnu Jérusalem comme capitale de la Palestine. L'Italie a condamné les actions militaires israéliennes et a annoncé qu'elle appuierait des mesures de sanctions à l'Assemblée générale des Nations unies. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'ensemble des États européens qui constituaient la colonne vertébrale nominale de la coalition occidentale censée fournir une couverture morale à ce conflit, ne fournissent pas cette couverture. Ils se déplacent activement dans la direction opposée. Le seul pays du monde occidental qui offre un soutien politique inconditionnel à la poursuite de cette campagne, ce sont les États-Unis eux-mêmes. Et à l'intérieur des États-Unis, ce soutien se fracture selon des lignes politiques qui apparaissent déjà dans les données de sondage. Les élections de mi-mandat ne sont pas une abstraction lointaine. Elles constituent une vraie contrainte sur la durée et l'intensité avec laquelle cette campagne peut être soutenue à l'interne. L'argumentaire de guerre sans fin se heurte soudainement à quelque chose que le camp Trump apprécie rarement, une fatigue publique mesurable. Il y a encore une autre dimension des développements de cette fin de semaine qui mérite une attention explicite. Et elle se rattache à quelque chose que nous avons signalé dans une transmission précédente et qui vient maintenant de recevoir une confirmation involontaire de Trump lui-même. Les pays asiatiques cherchent désespérément d'autres fournisseurs de pétrole parce que la fermeture d'Ormuz a coupé leur principale route d'approvisionnement énergétique. Ils se tournent vers les Amériques, vers la production de la côte américaine du Golfe, vers le brut vénézuélien et vers le pétrole mexicain. Le déficit d'approvisionnement est réel et la demande pour le combler est urgente. Des centaines de superpétroliers seraient en route vers les eaux du Golfe américain précisément parce qu'ils doivent acheter du pétrole quelque part et que les routes du Moyen-Orient leur sont effectivement fermées. Le Mexique était bien placé pour profiter de cette demande. Le Mexique produit du pétrole brut. Le Mexique a une capacité de raffinage. Sa position géographique le rend accessible aux routes maritimes asiatiques qui sont détournées loin d'Ormuz. Dans un marché normal, cette situation représenterait une occasion commerciale extraordinaire pour la production énergétique mexicaine. Au cours du dernier mois, 2 incendies se sont produits dans le méga complexe de raffinage de Dos Bocas, dans l'état de Tabasco. Un déversement de pétrole brut a été signalé dans un autre site et une grande raffinerie américaine qui traitait environ 80% de son brut à partir de sources d'approvisionnement mexicaines, a connu son propre incident. Le résultat de cette série d'événements, quelles qu'en soient les causes individuelles, est que la capacité du Mexique à servir de fournisseur alternatif de pétrole pour les marchés asiatiques a été sérieusement compromise précisément au moment où cette capacité avait sa plus grande valeur commerciale mondiale. Nous ne formulons pas d'accusation. Nous présentons cette coïncidence à l'attention de toute personne qui observe la façon dont les perturbations des infrastructures énergétiques mondiales se sont alignées sur des intérêts commerciaux tout au long de ce conflit. Trump est allé sur Fox News le même matin et s'est réjoui que des centaines de superpétroliers se dirigeaient vers les eaux du Golfe américain pour acheter du pétrole. Il a refusé à 2 reprises de répondre à la question directe du journaliste sur un éventuel lien entre les perturbations de l'approvisionnement mexicain et ce changement dans les flux d'achat. Le journaliste a posé la question. Trump a changé de sujet 2 fois. Quand la réponse devient gênante, la manœuvre de marque consiste apparemment à courir vers un autre sujet de conversation et espérer que la caméra suive. Voici le portrait complet au moment où se termine cette transmission. Les négociations se sont effondrées au Pakistan après que l'Iran a surpris des navires de guerre américains qui tentaient d'utiliser les pourparlers comme couverture pour une manœuvre militaire vers le détroit et les a forcés à rebrousser chemin sous la menace des armes. La Chine fournit à l'Iran des missiles antiaériens malgré les menaces tarifaires de Trump, que Pékin a déjà démontré ne pas craindre. La Turquie décrit une intervention militaire contre Israël comme une obligation morale. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou. L'Irlande et l'Italie se dirigent vers des positions formelles contre la conduite militaire israélienne. Tous les alliés européens de l'OTAN se sont effectivement retirés de la coopération militaire active avec la campagne américaine. Et la production pétrolière du Golfe américain est soudainement la seule source d'énergie viable pour une part importante de la demande mondiale, au moment même où sa principale source alternative dans les Amériques a connu une concentration
inhabituel d'incidents d'infrastructures. La guerre qui était censée se terminer en 2 semaines produit maintenant un environnement stratégique où la Chine entre dans le conflit. La Turquie menace d'entrer dans le conflit. La Russie est déjà dans le conflit par des moyens indirects. Et les États-Unis manquent en même temps d'actifs militaires et de partenaires diplomatiques. La conclusion rapide et triomphale promise continue de se dissoudre dans le même vieux mirage pro-Trump, une entrée bruyante, puis une deuxième moitié coûteuse. La réponse de Trump à tout cela a été de publier sur Truth Social que la rencontre au Pakistan s'était bien déroulée. La guerre de l'information, dont nous soutenons depuis le début de ce conflit qu'elle était la première guerre à gagner, a été perdue il y a longtemps. Ce que nous regardons maintenant, c'est la guerre physique et la guerre financière rattraper cette défaite initiale. La réalité, contrairement à un rassemblement électoral, n'applaudit pas sur commande. Nous allons continuer à suivre chaque développement, chaque navire de guerre repoussé, chaque livraison de missiles chinois, chaque ultimatum turc, chaque incendie de raffinerie, chaque mandat de la CPI et chaque élément du portrait complet que les sources officielles s'efforcent de supprimer ici chaque jour. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.